C'est contre-productif. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui travaillent dans ces boîtes s'en rendent compte. Oui. À part les 10% qui commentent sur LinkedIn en disant c'est génial, vous êtes les meilleurs du monde et ce qu'on fait c'est ouf. Du coup, c'est ultra contre-productif. La sanction financière, les boîtes qui marchent bien, elles s'en fichent un peu. Une fois que la com est faite. Mais en fait, ils les affichent. Maintenant, ils disent un tel a fait ça et ça marche pas mal. Ça marche beaucoup mieux en fait. C'est possible de pas se dire ok, juste je ferme l'entreprise parce que voilà, mais ça implique du courage, ça implique de l'audace. Il y a un rapport qui est sorti au niveau européen sur les marques qui utilisent le travail forcé en Chine. Ouais. Donc il y a épinglé 89 marques de mode. Direct, toi, tu mets les pieds dans le plat. Tu voulais parler de greenwashing. Ouais, alors ça m'est venu ces derniers jours là parce que j'ai de toute façon sur les réseaux sociaux on voit de plus en plus de greenwashing dans tous les sens. Et je pense que ça peu importe le secteur dans lequel on travaille, j'ai l'impression que c'est le cas. Je fais même plus attention, je crois. Ouais, je vois des trucs, mais j'ai pas de. Moi non plus, mais il y a le dernier qui m'est quand même. Il y en a un que j'ai voulu en parler parce que j'ai trouvé ça extrêmement drôle et pathétique. J'ai vu une campagne de Delta Airlines, donc je reviens dans l'aéronautique, qui avait fait un post de la directrice de la RSE justement de Delta Airlines, qui faisait un post où elle mettait en avant le fait qu'ils ils enlevaient les verres en plastique dans leurs avions et qu'ils les remplaçaient par des verres en carton. Et du coup, c'était une sorte de mise en avant sur LinkedIn, mais folle, où genre c'était l'achievement de l'année et tout le monde il y avait des équipes en grand qui étaient vraiment autour du sujet, qui se croyaient vraiment à la fin du game, à la fin du jeu. Faut pas se moquer, c'est. Et là, c'est un pas en avant, tu vois. Mais là, je me suis dit, mais en fait, on vit peut-être pas dans le même monde, parce qu'en fait, ça paraissait tellement dérisoire par rapport justement à l'impact que chacun des avions, enfin des milliers d'avions de Delta Airlines qui volaient dans les airs tous les jours, que de remplacer ça, et même pas par des Eco Cup, on avait passé le premier step, on n'arrivait pas au dernier step du truc, ça m'a paru... Moi, je pense que c'est tellement compliqué. Je pense que tu vois, j'aimerais pas avoir son poste, tu vois, parce que du coup, entre le bilan d'un avion, d'un trajet, et qu'est-ce que tu vas grignoter, tu vois, sur tout ce que tu peux faire et tout. Mais en fait, t'as raison, ça part pas d'un mauvais sentiment, mais en fait, c'est juste que c'est tellement, ils ont 10 ans de retard. Et en fait, le problème en faisant ça, c'est que c'est contre-productif, parce qu'en fait, la plupart des gens qui travaillent dans ces boîtes. Ils s'en rendent compte. Oui. À part les 10% qui commentent sur LinkedIn en disant c'est génial, vous êtes les meilleurs du monde et ce qu'on fait c'est ouf. Du coup, c'est ultra contre-productif et du coup, nous c'est ce qui nous ramène évidemment des gens chez Gaïa. Donc bon, vous pouvez continuer à. Non, je rigole, mais du coup voilà. Et je voulais discuter de ce sujet parce que peut-être que je sais pas comment c'est dans vos secteurs à vous. Nous on a pas mal et on a une formation sur le greenwashing pour nos boîtes. Parce que nous, enfin, c'est interdit. Donc, enfin, c'est pas que pour le textile, c'est interdit partout. Oui, il y a des lois, hein, effectivement, il y a une loi là-dessus. Oui, il y a pas longtemps. Du coup, c'est pas moi qui fais cette formation, j'ai une collègue qui fait ça, et elle montrait une pub et c'était le vêtement qui sauve l'océan. Enfin, c'est vrai que enfin, c'est pareil, quoi. C'est complètement délirant. Enfin, la punchline est un peu maladroite, peut-être, quoi. Enfin, ça peut pas sauver l'océan, quoi. Non. Tu crois? Non. J'ai un doute. Oui, a priori, ça va être plutôt mauvais, quoi. Parce que le relargage du microplastique, c'est quand même ultra mauvais. Mais les boîtes, enfin, on sait pas si elles s'en rendent pas compte ou si elles. Non, mais parce qu'en fait, que ça va leur apporter des parts de marché vraiment. Mais en fait, tu te dis qu'il y a une loi, mais est-ce qu'elle est pas du tout appliquée? Parce qu'en fait, si j'ai entendu il y a pas longtemps, il y avait peut-être une ou deux entreprises qui se sont fait épingler. Si, ouais, il y en a. Je pense que ça restait quand même très. Alors maintenant, ce qu'ils font, et je trouve ça pas mal, parce que justement la sanction financière, les boîtes qui marchent bien, elles s'en fichent un peu. Une fois que la com est faite. Mais en fait, ils les affichent. Maintenant, ils disent un tel a fait ça et ça marche pas mal. Ça marche beaucoup mieux en fait que d'aller de les afficher, qui font du greenwashing et de dire oui, regardez, ils font ça, c'est faux, c'est interdit. Sur LinkedIn, ça fait de la pub. Il y a un compte. J'ai un petit doute. Oui, c'est alerte greenwashing ou non, c'est. Ouais, il y en a deux, trois. Et le podium qui épingle un peu. tous les mois.
et qui dénonce exactement ce genre de campagne, quoi. Et ça marche bien, donc ouais. C'est vrai que ça fait presque plus de pub pour le produit et le service finalement que négatif quand même. Négatif, certes. J'imagine que les équipes RSE de ces boîtes, quand elles sont dans ce classement, elles doivent pas. Tu sais, quoique je pense qu'en fait, je suis même pas sûr qu'elles s'en rendent compte. Elles doivent dire oui, nous on essaye de faire le bien. Ça, c'est les haters. Je pense qu'elles réagissent comme ça, je sais pas. Mais c'est pas si sûr. Là, il y a un rapport qui est sorti au niveau européen sur les marques qui utilisent le travail forcé en Chine. Ouais. Donc, il y a épinglé 89 marques de mode. Il y a Nike dedans. Nike, dans les années 90, ils faisaient faire des ballons par des enfants. Ça, ils en ont énormément souffert et ils ont fait hyper gaffe. Je comprends même pas. Enfin, après, visiblement, c'est hyper. Enfin, dès que tu fais travailler en Chine, visiblement, enfin, je parle pour le textile. Dès que tu fais travailler en Chine, c'est tellement, il y a des sous-traitants tellement partout qu'en fait, forcément, à un moment donné, tu fais travailler des. Tu contrôles plus du tout. Tu contrôles plus rien. Mais voilà, il y a des boîtes chez qui c'est vraiment, ça a vraiment un impact et après ils essayent de faire différemment. Ouais, moi je voudrais réagir aussi par rapport à ta remarque en disant ouais, j'aimerais pas être à leur place, c'est difficile, ils font sûrement de leur mieux et tout. Ouais. Peut-être. Mais aujourd'hui, il y a des boîtes qui décident de faire autrement, vraiment. Je vais vous donner un exemple, moi, que j'ai trouvé incroyable. C'est Renault Trucks. Donc, Renault Trucks, ils se sont lancés dans l'entreprise régénérative. Okay. Et donc, Renault Trucks, c'est donc la filiale de Renault qui fait des camions. Donc, c'est quand même pas évident quand on se dit je veux être une entreprise régénérative. Et surtout, une entreprise régénérative, c'est une entreprise dont l'objectif, c'est qu'à la fin de son cycle économique, elle est pas juste limitée sur les impacts négatifs, mais elle est carrément générer des impacts positifs sur l'environnement. Comment on fait quand on produit des camions ? Et du coup, ils se sont rebasés sur leur raison d'être et de se dire... ces camions, en gros, ils servent à quoi ? Ils servent à déplacer des biens. Et donc, nous, notre but, ça va plus être de vendre un maximum de camions, mais ça va être de faire en sorte qu'il y ait le moins de camions possible qui soient sur les routes. Et donc, on va louer nos camions plutôt que de les vendre. Donc l'ambition, c'est ça, c'est de louer les camions, de faire en sorte d'optimiser la logistique pour qu'ils soient le plus rempli possible, que chaque camion qui ne passe pas sur la route, du coup, il le comptabilise parce que ça fait du CO2 en moins, ça fait des routes qui sont moins usées et donc de l'argent public qui va pas être utilisé pour refaire des routes, etc. Donc, ils ont regardé tous les co-bénéfices que ça a généré et ils veulent lancer un service de vélo en utilisant l'ingénierie, le savoir-faire de transport et de logistique, etc. de Renault pour le dernier kilomètre dans les villes. C'est-à-dire les camions ne vont pas arriver en cœur de ville. Voilà. Et là, c'est des gens qui ont fait le taf. Et du coup, qui se disent... en fait, c'est possible de pas se dire ok, juste je ferme l'entreprise parce que voilà, mais ça implique du courage, ça implique de l'audace, ça implique de repenser les choses. Et ils se sont pas dit mais bon, quand on fait des pare-brise en mousse, quoi. Quand on fait de l'avion, c'est vrai que ça revient à la discussion tout à l'heure. Là, on change de sujet, de paradigme. Ça rejoint un peu la discussion qu'on a vue sur Decathlon, sur les vélos pour enfants, où ils avaient fait une étude, ils se rendaient compte qu'en fait, on achetait un vélo pour enfants, mais en fait, 90% du temps, il était dans le garage, il servait pas. Donc, plutôt que de le vendre, on le loue. Ça rejoint un peu, tu vois, la même logique. Je sais pas si dans l'aviation, je me tourne vers toi, mais tu vois, est-ce que, tu vois, il y a vraiment ce truc de, on va louer un avion, ou, tu vois, ça m'a l'air plus compliqué. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils mettent en avant les gobelets en carton, quoi. Ouais, mais après, bon, il y a des entreprises qui louent des avions, c'est un business, le leasing, mais je pense que ce qui est important, moi, dans ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que, à mon avis, c'est pas les directeurs RSE ou les directrices RSE qui sont problématiques là-dedans, c'est vraiment la volonté du board. Ouais, tout à fait. Mais c'est des décisionnaires de l'entreprise, c'est ce qu'elle dit, hein, parce que ça partira jamais de personnes qui sont à la RSE. Ah, mais ça, c'est uniquement. C'est évident. C'est il faut que ce soit une volonté. La direction, et du coup, ça met des personnes dans des situations délicates, je pense, qui croient profondément vouloir faire des choses positives à la RSE ou dans d'autres métiers et qui en fait se heurtent au fait que y a le top management qui business as usual, on va pas repenser notre business model, etc. Ce qui est très compliqué, hein. Bah c'est sûr. Ouais. Quand on a des dizaines, des centaines de milliers de salariés,
Après, il y a tout, la transformation, etc. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on ça nous arrive de croiser des entreprises et on les conseille aussi. C'est un coup de billard à 10 ans. Il faut commencer dès maintenant cette dynamique-là, parce que ça va être très très long. Et je sais pas combien de temps ils ont fait Renault Trucks, mais après c'est une feuille de route, c'est une vision. Ah ok, c'est d'accord. Ouais. Non mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. Pensé, publié, enfin. Si déjà ils l'ont publiquement publié, ça va être plus compliqué pour faire machine arrière, donc ils sont lancés dans cette tout à fait. Dans cette démarche-là. Super. Donc le greenwashing, il y en aura, et puis et on va continuer à le combattre. Je pense qu'il y a des gens qui vont continuer à le dénoncer, donc.